gestion des ressources minières. ITIE travaille tous les jours dans la transparence. Bienvenue à toutes et à tous. Plus de 2700 milliards de francs CFA perdus pour le Burkina Faso ces 10 dernières années dans le domaine des mines. Parmi les principales causes figurent en bonne place les flux financiers illicites dans le secteur minier selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Le constat est établi à l'issue d'une étude commanditée par le ministère de l'Économie et des Finances et exécutée par le secrétariat permanent de l'ITIE avec le soutien technique d'experts nationaux et d'organismes internationaux. Mais que renferment au juste les flux financiers illicites? Quelles sont les sources de flux financiers illicites existants dans le secteur extractif? Qui en sont les auteurs? À qui profitent-ils? Quel impact sur l'économie nationale? Ainsi que les mécanismes de mise en place pour les combattre. Autant de questions qui réunissent sur ce plateau des personnes ressources bien avisées, notamment M. Wessemou Aimé Adouabou. Il est membre statutaire de la BENAF, la Brigade nationale anti-fraude de l'or. Vous êtes inspecteur des impôts. Merci à la RTV pour l'invitation. Lamoussa Barthélémy Ouedraogo, il est le chef du département de la mise en œuvre de la norme ITIE au SPITIE. Bonjour monsieur. Merci, bonjour. Désiré Nintiema, vous êtes le coordonnateur Afrique de l'Ouest de l'Alliance pour une mine responsable ARM. Bienvenue. Merci. Bienvenue à tous, le débat est ouvert, mais avant d'aborder le rapport, intéressons-nous d'abord à la notion de flux financier illicite. Que doit-on savoir à travers cette notion? Honneur à la Brigade nationale anti-fraude de l'or, M. Adouabou. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par les flux financiers illicites? En fait, les flux financiers illicites désignent des mouvements d'argent générés par des activités illégales ou criminelles. En fait, globalement, voilà la définition qu'on peut apporter aux flux financiers illicites. C'est tout argent qui est généré par une activité illégale ou une activité criminelle. Donc, c'est ça vraiment les flux financiers illicites. Et dans le secteur extractif, ce sont les activités qui sont liées à l'exploitation des mines au niveau artisanal ou industriel. Donc, c'est tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont pratiqués de manière illicite ou de manière criminelle et que ça génère des flux, on peut parler ici, en ce moment, de flux financiers illicites. Alors, M. Ouedraogo, vous avez certainement quelque chose à ajouter à ce que M. Adouabou a dit. Effectivement, vu dans l'ensemble, la définition peut s'entendre telle qu'il a effectivement relevé. Mais également, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'organismes qui ont tenté de donner un ensemble de définitions. Donc, on a plusieurs organismes qui ont donné des définitions par rapport à un ensemble de critères qu'ils ont pu observer. Ils ont donné un certain nombre de définitions. Mais c'est aussi pour faciliter les aspects méthodologiques dans la pratique de détection des questions de flux financiers illicites. Et dans ce cadre-là, le groupe de haut niveau de la Commission économique pour l'Afrique de l'Union africaine a défini comme étant de l'argent qui est gagné, transféré ou utilisé de manière illégale. Donc, ils caricaturent ça dans ces trois éléments et ils disent aussi que c'est des ressources qui traversent les frontières. Donc, c'est un élément supplémentaire qui a été ajouté pour dire que c'est des ressources qui traversent les frontières et qui sont gagnées, c'est-à-dire gagnées, transférées, utilisées de manière illégale et qui traversent les frontières. Voici la définition que donne ce groupe. Ce qu'on peut ajouter, c'est que rapporté au secteur extractif, les flux financiers, c'est les manœuvres que les acteurs intervenant dans le secteur extractif utilisent donc de manière illégale pour pouvoir se faire de l'argent. Voici ce qu'on peut donner comme définition également. Dans tous les cas, c'est illégal. On va à présent écouter M. Nintiema de l'ARM. Oui, je pense qu'ils ont si bien fixé le cadre selon la définition des flux financiers illicites. Voilà, comme lui l'a dit dans le secteur extractif, c'est de gagner, mais aussi peut-être de transférer, comme il a dit selon la définition, parce que on parle de flux, donc c'est des mouvements, voilà, d'un sens ou d'un autre, voilà, soit de sortie d'argent pour un pays, mais également aussi d'entrée d'argent dans un pays selon des canaux illicites, comme on l'a dit. Et donc ça peut être dans l'objectif de se créer des richesses pour les entités qui sont
qui sont à la base de ces flux financiers illicites-là. Mais c'est aussi souvent une manière aussi de sécuriser ou de faire sortir de leur argent, mais pas de canaux illicites, parce que les activités économiques sont régies par des textes et des lois, mais aussi pour les mouvements et transactions financiers sont aussi régis par des textes et des lois. Donc quand vous générez de l'argent dans des conditions qui ne sont pas régies ou qui vous enfreignez les textes dans votre production de richesse, vous êtes en train de générer des flux financiers illicites. Quand vous les transférez, vous les envoyez dans un autre pays, quelle que soit la raison, quand vous ne passez pas par les canaux dédiés pour le transfert de ces fonds, vous êtes là, vous générez des flux financiers illicites. Et en plus, l'utilisation aussi, parce que si vous ne pouvez pas les créer, il suffit pas de les transférer, l'utilisation aussi peut poser problème, parce que l'utilisation que vous en faites peut pouvoir générer, par exemple, des activités illicites ou pouvoir créer des problèmes, donc des fléaux comme le financement, par exemple. Vous pouvez créer une activité à la base qui est légale, mais dont les revenus, par exemple, servent à financer des activités illicites. Voilà. Et là aussi, ça crée un problème. Donc, du coup, il faut dire qu'on est dans la création, on est dans l'utilisation, et dans l'utilisation, il faut savoir ce qu'on appelle le financement. Voilà. C'est qu'on fait de cette ressource-là. Voilà. Là aussi, c'est un problème. Donc, il y a cette dimension aussi à prendre en compte. Et je pense que l'un des fléaux majeurs, c'est surtout l'utilisation qu'on en fait. Voilà, on génère de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on utilise ça pour des activités illicites, des activités criminelles qui peuvent jouer sur l'intégrité physique, l'intégrité financière des différentes activités, ou même tuer même certaines parties de l'économie, certains secteurs de l'économie, on est dans des flux financiers illicites. Comme le terrorisme. Justement. Voilà. Venons-en aux sources de flux financiers illicites qui existent dans le secteur extractif. Nous allons nous tourner vers M. Ouedraogo. Alors, il faut dire que il y a plusieurs sources. Il y a beaucoup de manœuvres, beaucoup de types d'activités qui, au bout, génèrent la corruption est un élément majeur qui donne naissance aux flux financiers illicites. Les pots de vin, les activités criminelles, toutes les atteintes à la fiscalité, donc tous ces aspects-là, à la fin, sont des sources de flux financiers illicites. C'est entre autres des éléments qui peuvent être cités. Alors, M. Adouabou de la Brigade nationale antifraude de l'or, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question? Par rapport à ce que M. Ouedraogo vient d'énoncer, on peut dire que dans le domaine extractif, par exemple, la fraude en matière de commercialisation de l'or, génère souvent des flux financiers illicites. Mais comment ça peut se manifester? Par exemple, il y a la vente illégale d'or sans les documents autorisés, parce que le secteur extractif est un milieu très réglementé. Donc, quelqu'un qui vend de l'or sans autorisation par exemple, il va générer des ressources, et ces ressources-là vont constituer des flux financiers illicites. On peut parler par exemple, de la sous-facturation, la surfacturation dans les exportations de ces minéraux-là. Et les acteurs peuvent emprunter ces voies-là pour pouvoir payer moins de taxes. Donc, ça génère des flux financiers illicites. Il y a par exemple la corruption, comme il a noté, comment ça peut se manifester dans le secteur? Par exemple, le paiement illicite à des fonctionnaires pour obtenir des autorisations. C'est-à-dire, par exemple, c'est des sources qui peuvent générer des flux financiers illicites. Par exemple, pour avoir une autorisation de recherche, on peut utiliser des manœuvres pour pouvoir avoir ces autorisations, alors qu'on ne devrait pas l'avoir par rapport à quelqu'un d'autre qui est prioritaire. Donc, ça peut générer des flux financiers illicites. Il y a le fait, par exemple, l'exploitation informelle. L'exploitation informelle dans le secteur extractif. Par exemple, l'exploitation minière artisanale non réglementée, parce qu'il faut une autorisation, et vous faites cette exploitation minière artisanale qu'on appelle le plus souvent l'orpaillage, sans autorisation, ça va vous générer de l'argent. Et cet argent, le fait que vous n'avez pas eu une autorisation en amont, ça tombe sous le coup de flux financiers illicites. Il y a maintenant cet argent, l'utilisation de cet argent peut participer par exemple
au financement du terrorisme, comme vous l'avez noté. Ce sont des sources énormes de création de flux financiers illicites. Je pense que c'est pas exhaustif, mais ce sont les éléments vraiment essentiels dans le domaine extractif. Alors, l'Alliance pour une mine responsable a certainement décelé d'autres sources, n'est-ce pas, M. Ntiema? Oui, il faut dire que pour les sources, il y a aussi l'ignorance. Il y a un aspect aussi qu'il faut prendre. C'est vrai qu'on aime dire que nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on se dit. Mais on a nos réalités et nos contextes. Parce que finalement, vous avez des acteurs qui apprennent le métier dans l'informel. Et donc, qui ne maîtrisent pas tous les contours et tous les enjeux. Et là, c'est plus spécifiquement pour la mine artisanale à petite échelle. Parce que là, vous avez des gens, par exemple, qui ignorent les LTS, qui vivent. Et pour lui, en fait, la conception de la richesse, elle est individuelle. Voilà. Et donc, pour lui, quand il exploite, il a son or, il sort avec son or sans déclarer comme un bien personnel et pour aller vers un autre pays, soit pour vendre, soit pour pouvoir mettre à disposition de celui qui l'a préfinancé. Et donc, pour lui, il se dit, j'ai travaillé, j'ai exploité, j'ai eu mon or, donc je vais avec cela vers qui je veux pour pouvoir vendre. Et là, ça aussi, ça joue, par exemple, parce que c'est des flux financiers illicites, ce n'est mentionné nulle part, et c'est des mouvements, ça sort d'un pays à un autre. Et pour lui, quand vous le regardez, il y en a, effectivement, il y en a qui sont bien conscients de ce qu'ils font. Ça, c'est pas pour dédouaner ceux qui le font. Mais il y en a aussi, par exemple, qui ont une mauvaise compréhension de la chose. Voilà, et de leur rôle au sein de l'État et de leur contribution, par exemple, à l'économie nationale. Voilà. Voilà, à présent, le rapport d'étude sur les flux financiers illicites réalisé par l'ITIE au Burkina Faso. Comment a-t-il été conçu? Je veux parler du contexte de l'initiative d'une telle étude et bien sûr la méthodologie pour arriver aux résultats confinés dans le rapport. Nous nous retournons vers l'ITIE. Monsieur Ouedraogo, on vous écoute par rapport à cette question. Alors, merci pour cette question qui nous donne l'opportunité de, encore une fois, de présenter le rapport ITIE sur les flux financiers illicites dans le secteur extractif. Alors, il faut déjà dire que ce rapport est issu d'une action prévue dans le plan d'action de stabilisation du développement du gouvernement et qui était porté par le ministère de l'économie, donc qui a été exécuté par le secrétariat permanent de l'ITIE. Alors, comment il a été conçu? Il s'est agi déjà à la base d'identifier les acteurs majeurs qui pourraient contribuer véritablement à cette étude pour préparer les éléments de termes de référence pour donner en tout cas toute la quintessence. Donc les termes de référence qui ont été élaborés avec l'appui d'experts aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et par la suite, il s'est agi de mettre en synergie l'ensemble des compétences pour aller à l'élaboration de ce rapport. Alors en termes de méthodologie, il faut dire que il s'est agi déjà de collecter les données. Ensuite, les données qui ont été collectées auprès d'entités au niveau national, des autorités de poursuite et d'enquête. Des personnes ressources. Voilà, donc l'autorité de poursuite et d'enquête, donc la police, la gendarmerie, la justice. Ça permet d'avoir en tout cas une vue large déjà. Puisque c'est par là, comme c'est étant un phénomène diffus, comment on peut s'assurer que ça existe? Si la justice vous dit qu'il a pris quelqu'un, ça veut dire déjà que dans l'un des cas du FFI dans le secteur extractif, ça vous prouve que effectivement cette infraction existe. Voilà, donc il a fallu collecter les données, mais il y a aussi la question transfrontalière. Donc nous avons eu l'appui d'organismes internationaux, notamment la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui a permis d'avoir les données internationales sur le commerce et qui ont permis de pouvoir faire l'exercice en regardant les flux qui ont pu traverser la frontière pour aller vers un ensemble de pays. Et à l'issue de tous ces éléments, nous avons regroupé les experts pour pouvoir élaborer le dit rapport. Alors, M. Ntiema, l'ARM a aussi contribué à élaborer ce rapport.
Oui, effectivement, il faut dire que il faut saluer un peu l'approche qui a été adoptée au sein du secrétaire permanent de l'ITIE, qui a voulu une approche inclusive et participative, donc ce qui nous a permis de participer à l'élaboration de ce rapport-là. Justement, quelle a été votre contribution? Oui, en fait, il faut dire que notre contribution, c'est aussi la compréhension du secteur, parce que vous avez, chaque secteur a ses réalités, et donc quand une personne veut essayer de rentrer, de pouvoir chercher des éléments à l'interne, il est important de comprendre le secteur, de savoir comment ça marche, et pouvoir aussi dénicher peut-être certains aspects qui ne sont pas visibles, par exemple, de l'extérieur. Donc nous, notre compétence a été aussi de pouvoir accompagner l'équipe d'experts qui a travaillé sur ce document-là, sur la partie mine artisanale et à petite échelle. Voilà, et donc, comme on le dit, c'est aussi l'une de nos missions, par exemple, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers une mine artisanale responsable. Qui dit responsable dit aussi respect de toutes les normes et standards à la matière. Donc, il était de bonne guerre que nous aussi nous puissions contribuer lorsque nous avons été sollicités. Et nous avons accueilli cette invitation-là avec plaisir et nous n'avons pas hésité à y contribuer au fait. Alors, Monsieur Abdouabou, la brigade était également à côté. Oui, la brigade aussi a fait partie du groupe des experts et passant, effectivement, nous remercions le secrétariat permanent de l'ITIE parce qu'ils nous ont vraiment approchés en tant qu'entité experte dans le domaine pour la lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or. Donc, nous avons participé en fournissant d'abord les données. Ensuite, nous avons participé en tant qu'experts dans l'analyse des données. Et aujourd'hui, le résultat, c'est l'aboutissement. Nous tous nous sommes fiers du rapport qui est produit et qui va être publié. Et en son temps, les débats ont été houleux parce que les approches sont un peu différentes. Comme M. Nikema l'a dit, ils ont leur approche de la mine à petite échelle. L'ITIE, il y a les normes qui ont été établies au niveau international qu'il faut respecter. Et il y a la réalité que la BENA vit toujours, tous les jours, dans la traque des personnes qui ne respectent pas la loi. Donc, en tant qu'experts, nous avons apporté notre approche, eux aussi, ils ont apporté leur approche, et on a abouti à un résultat vraiment dans lequel nous tous nous retrouvons, et nous sommes vraiment fiers de cette initiative des premières autorités de ce pays. Alors, M. Ouedraogo, vous avez tantôt parlé d'experts et d'organismes internationaux. La liste n'est pas exhaustive. Effectivement, la liste n'est pas exhaustive. Comme je le disais, pour pouvoir... déjà, le challenge était grand. Et aussi, je n'avais pas précisé, c'est une action qui contribue je veux dire, aux actions contre le terrorisme. Voilà, donc s'ils sont prévus, il a été prévu dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement, dans les actions qui devaient permettre de pouvoir, en tout cas, réduire les sources de financement du terrorisme. Donc pour pouvoir y arriver, il fallait véritablement mobiliser des acteurs, et ces deux acteurs ici ont véritablement donné le meilleur, ont vraiment fourni des informations de qualité qui ont permis vraiment de pouvoir avoir des analyses pertinentes. Alors au niveau du Burkina, beaucoup d'organismes, je ne sais pas si je les cite, on ne va pas, voilà, aussi bien des acteurs du privé que des acteurs du public ont pris part. Et au niveau international, aussi bien la CNUSED, la Commission économique pour l'Afrique, tous ces organismes-là ont participé pleinement avec des acteurs qui ont pleinement pris part à des analyses, à des descriptions et surtout dans la fourniture des données au niveau international. On va dire qu'il y a eu une grande mobilisation. Une grande mobilisation autour. Donc si je cite, mais je dirais que toutes les structures au niveau national qui ont été identifiées comme pouvant apporter un plus à cette étude ont été mis à contribution
d'une manière ou d'une autre dans ce rapport. Merci à vous, M. Ouedraogo. L'une des structures qui agit en première ligne dans la lutte contre les flux financiers illicites et qui a fait l'objet d'une grande attention dans le processus d'élaboration de ce rapport est la Brigade nationale anti-fraude de l'or. Les flux financiers illicites liés à l'exportation de l'or représentent la plus grande part des flux financiers illicites avec plus de 60%. Nous allons mieux découvrir la structure avec M. Adouabou, mais avant d'aborder les résultats atteints par cette étude, M. Adouabou, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la Brigade nationale anti-fraude de l'or? Ok, merci M. Toé. En réalité, la Brigade anti-fraude de l'or, en abrégé BENAF, est une structure qui est sous la tutelle du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, et elle regroupe plusieurs entités, notamment le ministère de l'Économie, le ministère de l'Environnement, le ministère en charge de la Défense, le ministère en charge de la Sécurité et le ministère en charge du Commerce. Et un truc comme on appelle, il y a la justice aussi qui est représentée au niveau de cette brigade. Donc la Brigade nationale anti-fraude de l'or, c'est une structure de référence au niveau national créée par la loi 028-2017 du 18 mai 2017. Et elle est chargée en tout cas de coordonner toutes les activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or. Donc à cet effet, sa mission principale, c'est de rechercher, de constater et de poursuivre toutes les infractions en matière de commercialisation de l'or. Et le gouvernement, pour permettre aux acteurs de cette brigade d'agir efficacement, a doté tous les membres statutaires de la brigade de la qualité d'officier de police judiciaire. Donc on a qualité d'officier de police judiciaire en tant que membre statutaire. Et dans notre travail quotidien, nous collaborons avec toutes les autres structures que nous appelons les structures habilitées, notamment les structures qui luttent de manière générale sur toutes les autres formes de fraude, notamment la police, la gendarmerie, les eaux et forêts. Nous travaillons en symbiose parce que nous coordonnons leurs activités. Donc c'est vraiment le principal challenge qu'on a opposé à la BENAF afin qu'elle puisse lutter efficacement contre la fraude en matière de commercialisation de l'or. Donc nous luttons contre cette fraude sur toute la chaîne, aussi bien au niveau de la petite échelle comme M. Nikema le dit. Nous on parle plus de l'exploitation artisanale qu'au niveau structuré qui est au niveau des sociétés industrielles d'exploitation minière. Donc c'est toute la chaîne de commercialisation que nous essayons de vérifier que la réglementation en la matière est respectée. Alors, vous êtes membre statutaire de la BENAF et si on évoquait avec vous l'état des lieux de la fraude de l'or au Burkina Faso, aussi bien dans le secteur artisanal qu'industriel? Effectivement, la fraude au niveau de la commercialisation de l'or au Burkina, c'est un phénomène vraiment significatif qui touche les deux secteurs que j'ai auparavant subdivisés, aussi bien le niveau artisanal que le niveau industriel. Et au niveau artisanal, la catégorisation de la fraude que nous pouvons établir, c'est vraiment les gens travaillent de manière non structurée. Ils n'approchent pas l'administration pour avoir les autorisations qui s'y a en fait. Donc les artisans miniers, ils travaillent la plupart du temps sans agrément ou autorisation, notamment les cartes d'exploitation. Parce que chaque artisan minier, pour rentrer dans le domaine de l'or, doit avoir une carte d'artisan minier. Donc, pour ceux qui creusent, ils doivent avoir une carte d'artisan minier exploitant. Pour ceux qui veulent collecter l'or, ils doivent avoir une carte d'artisan minier collecteur. Et ceux qui veulent faire le service aussi, ils doivent avoir une carte d'artisan minier pour ce domaine. Donc, c'est un milieu vraiment structuré. Et toute personne qui va rentrer dans cette activité sans ces autorisations, il est en violation
de la réglementation. Aussi, il y a l'utilisation de matériel de pesée non adéquat, parce que le matériel de pesée doit être transmis à l'autorité nationale qui contrôle ces instruments-là, notamment la BNOM. Donc, le matériel de pesée doit être soumis à cette autorité-là afin qu'elle atteste que le matériel-là peut servir à la pesée. Il y a aussi la non-tenue des registres. Parce que comme je l'ai dit, le milieu est réglementé et il y a des registres pour savoir la quantité d'or qu'on gagne. On doit le mentionner dans le registre et les quantités d'or qu'on vend, on doit le mentionner dans le registre. Donc, toute cette réglementation-là a été mise en place parce que c'est la nature même de l'or qui fait qu'il faut réglementer. Comment les économistes appellent cela comme une réserve de richesse. Donc, tu as de l'or, c'est de la richesse. Tu exploites de l'or du sous-sol du Burkina, tu te dis que c'est pour toi. Alors que l'or doit appartenir aussi bien à M. Toé qu'à moi. Mais toi, tu l'as exploité. Il faut que l'État sache les quantités d'or que tu as exploitées et tu l'as vendu. Est-ce que tu as payé les taxes qui s'y est? Donc, on a mis tout en place pour pouvoir en fait accompagner les gens à mieux réglementer la structure. Sinon, si on n'avait pas mis cette réglementation en place, la nature même de l'or, sa densité, sa volumétrie fait que pour une petite quantité d'or, le montant derrière est énorme. Quand je venais le matin, j'ai essayé de checker pour voir le prix du gramme. Vous voyez, le prix du gramme tourne autour de 54 000 aujourd'hui. 1 gramme d'or fait 54 000 francs CFA. Donc, à 1 kilo, on est à 54 millions. Donc, vous voyez que c'est important. Alors que 1 kilo d'or peut facilement être transporté sans que quelqu'un ne sache. Donc, si on ne réglemente pas le domaine pour suivre la traçabilité dans la commercialisation, c'est clair qu'on va aboutir à la naissance de flux financiers illicites qui peuvent participer au financement du terrorisme. Et comme il a dit, aujourd'hui, l'objectif des premières autorités, c'est d'assécher les sources de financement du terrorisme. Et les sources de financement du terrorisme sont plus ou moins alimentées par des flux financiers illicites qui peuvent provenir du domaine extractif. Donc, l'État, dans sa lutte aussi, nous oblige à assécher ces sources-là. Donc, voilà globalement les activités que la BENAF fait. Le milieu à la peau dure, c'est pas facile parce qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent pas. Mais quand on prend au niveau du secteur industriel, on peut dire que la structuration même des sociétés industrielles, du fait qu'elles sont cotées souvent en bourse, fait que là-bas, la question de la fraude qui peut aboutir à la naissance de flux financiers illicites n'existe pas franchement souvent. On n'a pas dit que ça n'existe pas, mais là-bas, le risque est moindre en fait. D'accord. Sans vous couper, M. Adouabou, nous allons donner la parole à l'ARM, M. Désiré Nintiema, l'état des lieux de la fraude de l'or au Burkina Faso. Oui, il faut dire que je pense que la BENAF a fait une étude là-dessus pour montrer un peu la situation. Donc il faut reconnaître que la fraude existe bien au Burkina, donc dans le secteur extractif, et cela fait perdre de l'argent à l'État, c'est énorme. Et donc aujourd'hui, si vous voyez par exemple tout ce qui est fait comme effort, même cette étude, c'est parce qu'on a pris conscience que en fait, la fraude existe. Et cette fraude-là, il faut lutter contre la fraude, parce que comme on l'a dit, si la fraude prospère, finalement, l'utilisation de l'argent qui est gêné par la fraude, on ne pourra pas maîtriser cela. Alors que malheureusement aussi, quand vous regardez le contexte du Sahel aujourd'hui, il est important de maîtriser tous les flux générés dans les différents pays du Sahel pour pouvoir permettre aussi de lutter contre l'insécurité auquel font face ces pays-là. Donc pour nous, aujourd'hui, je pense que la fraude, ce n'est plus
une affaire où on se dit est-ce que ça n'existe pas, la fraude elle est là. Il y a des statistiques qui donnent un peu la perte qui est due par exemple aux activités de contrebande et de fraude dans le secteur aurifère. Donc aujourd'hui la tendance est qu'est-ce qu'on fait par exemple pour pouvoir atténuer et réduire au maximum cette fraude là qui nous fait perdre de l'argent mais qui nous met aussi en posture d'insécurité. Alors, M. Ndiema, force est de constater que la fraude de l'or continue malgré les efforts de la brigade. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que le dispositif de répression est assez efficace pour dissuader les éventuels fraudeurs? On écoute M. Adouabou. La BENAF a l'obligation chaque année de publier des rapports sur l'état de la fraude. Donc, il y a un rapport pour les exercices 2021-2022 qui a été déjà publié. Et il est disponible sur le site du ministère des Mines. Et cette année, pour le rapport de 2023, il a été validé et la publication sera incessante. Et à travers ces rapports, on essaie de mettre en lumière l'état de la fraude de manière globale et le dispositif qu'on a mis en place pour mener la répression. Et aujourd'hui, comme je l'ai présenté initialement, la BENAF est la structure de référence qui coordonne les activités de lutte contre la fraude. Donc, nous sommes à Ouagadougou, mais la gendarmerie, par exemple, la gendarmerie nationale qui se trouve à Fouzan, dès lors qu'elle constate une activité illégale en matière de commercialisation de fraude et qu'elle a appréhendé des contrevenants, elle nous signale et on met le dispositif en place pour pouvoir faire cesser cette fraude-là et poursuivre les éventuelles mises en cause. Donc, c'est vraiment le dispositif pour pouvoir cadrer tout le pays. Parce que vous savez que la gendarmerie est installée dans tout le territoire national ainsi que la police. Et si on avait une structure unique qui devrait se déployer à ce niveau-là, ça allait être lourd. Donc, l'organisation qui a été mise en place, c'est que la BENAF coordonne ces activités de répression-là. Donc, c'est ce dispositif-là qui nous permet d'appréhender. Mais la situation sécuritaire aujourd'hui au niveau du pays fait qu'il y a des zones qui échappent au contrôle, en tout cas, des forces de sécurité et de défense et partant maintenant de la BENAF en ce qui concerne les fraudes en matière de commercialisation de l'or. Mais les efforts sont faits et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les premières autorités ont comme objectif de restructurer la BENAF en dotant la BENAF d'énormément de moyens afin qu'elle puisse vraiment appréhender la fraude, notamment en mettant à la disposition de la BENAF du matériel pour pouvoir détecter les cachettes de l'or. Parce que quelqu'un peut cacher de l'or dans son véhicule, mais tant qu'on n'a pas un scanner mobile pour pouvoir détecter la présence de l'or dans ce véhicule-là, ça peut nous causer véritablement de problèmes. On a l'accompagnement actuellement des premières autorités parce qu'on a relu tout le dispositif réglementaire en la matière en votant la loi concernant le code minier et toutes les activités de commercialisation ont été reversées dans le nouveau code minier. Et aujourd'hui, on est en train de prendre les tests réglementaires afin de pouvoir rendre le dispositif plus efficace que l'existant avec l'accompagnement des autorités. Donc voilà ce que vraiment je peux dire. Actuellement, dans le milieu, quand on parle de BENAF, M. Nikima peut vous en dire quelque chose. Les acteurs trouvent que la structure est répressive. Mais aujourd'hui, on a entamé aussi un nouveau sens de lutte, c'est la sensibilisation. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens que c'est pour le bien de ce pays-là que nous tous nous travaillons. Donc, il faut que les gens puissent chercher à rentrer dans la réglementation, mais il faut leur porter l'information. Il ne faut pas vraiment réprimer pour réprimer, en fait. Donc, voilà vraiment ce que je peux dire sur les nouveaux axes de lutte contre la fraude que nous avons empruntés. Vraiment la sensibilisation des acteurs à travers truc comme on appelle l'ARM et puis d'autres structures
qui accompagnent les orpailleurs. Nous nous mettons ensemble pour pouvoir les sensibiliser. Et maintenant, après la sensibilisation, nous allons renforcer le dispositif répressif pour pouvoir vraiment aboutir à des résultats meilleurs que ceux qu'on a actuellement. Alors, M. Nikiema, M. Adouabou vous a cité. Quelle est la réaction de l'ARM? Oui, il faut dire que nous, dès le début déjà, on travaille à cela. Parce qu'il faut dire que ARM, depuis 2019, a travaille dans la mise en place de dispositifs qui permettent de valoriser, par exemple, l'activité minière artisanale à petite échelle, notamment sa production et ses revenus. Et nous, par exemple, quand on regarde un peu aujourd'hui l'étendue de l'activité sur l'ensemble du territoire national, et quand on regarde son impact visible, sinon chiffré dans l'économie, en fait, nous, on trouve que c'est en deçà de ce que ça apporte. Mais malheureusement, comme c'est un secteur qui essaie beaucoup dans l'informel, donc les acteurs travaillent sans pourtant faire valoriser ce qu'ils font. Et nous, dans l'approche qu'on a, on a dit qu'il faut que ces acteurs-là soient bien organisés, parce que le problème, c'est l'organisation. Quand la structure, le secteur n'est pas organisé, vous ne savez pas à qui vous avez affaire et qui est répondant de quoi. Et par rapport à ça, à la production, une fois que c'est produit, on ne sait pas où l'or part parce que finalement, on n'arrive pas à passer par des canaux légaux pour pouvoir valoriser la production, c'est difficile. Et donc c'est pour ça déjà que nous, déjà dans notre promotion, dans nos activités de sensibilisation, on a mis en place ce qu'on appelle le code CRAF. Le code CRAF, c'est un code qui aujourd'hui permet par exemple de pouvoir tracer et de faire la promotion de bonnes pratiques, c'est-à-dire depuis l'organisation, le cadre organisationnel, la production jusqu'à la commercialisation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple l'or qui est exporté par le Burkina, par exemple, et dans la sous-région, vous voyez l'or du Burkina qui se trouve partout dans la sous-région parce que finalement les acteurs sortent et ils font valoriser d'autres pays. Et quand on le veut ou pas, en fait, c'est aussi dit que l'image que vous donnez en termes d'exportation attire des investisseurs vers vous. Mais malheureusement, certains investisseurs descendent dans des pays voisins parce que c'est là-bas on se retrouve que la quantité d'or exportée est importante par rapport à ce qui est exporté du Burkina, alors que c'est une partie de notre or qui part vers ces pays-là. Donc du coup, nous on demande et on travaille en tout cas depuis le début en synergie avec les différentes structures administratives, aussi que les structures fêtières des artisans miniers et des autres associations et ONG, pour qu'on puisse aller vers des pratiques responsables qui permettent de valoriser la production et de permettre à l'État d'avoir de la traçabilité et aussi d'avoir des revenus en retour. Alors, M. Ouedraogo, le rapport sur les flux financiers donne-t-il la destination de cet or fraudé? Et y a-t-il une quelconque collaboration avec ces pays pour arrêter cette signe? Alors, il faut dire que oui, le rapport donne les écarts par pays, donc donne les destinations des flux financiers illicites. Mais je voudrais aussi relever que l'étude a eu la particularité de beaucoup plus se coller à la note méthodologique produite par la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, ainsi que la Commission des Nations Unies pour, je crois, c'est la lutte contre la drogue et la criminalité, qui ont sorti notre méthodologique et qui nous a amené à faire la somme des flux financiers entrants et des flux financiers sortants. Donc le résultat que nous avons, on a pris en compte les flux financiers sortants et les flux financiers entrants. C'est bon que je puisse préciser cet aspect parce que si on prend uniquement les flux financiers sortants, on n'aura pas les mêmes en termes de pays, les plus grands pourvoyeurs de flux financiers, on n'aura pas les mêmes pays. Voilà. Alors en termes de pays, nous avons l'Inde par exemple, qui est un gros pourvoyeur. Nous avons la Turquie, nous avons l'Espagne, nous avons la Suisse, nous avons également les Émirats Arabes Unis. Pour ne citer que ces pays-là, il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup de pays. C'est pour ne citer que ces pays-là qui sont les pays majeurs, qui sont ceux qui concentrent une bonne partie des flux financiers illicites. Alors, est-ce qu'il y a collaboration? Il faut dire que le processus, pour pouvoir s'assurer, puisque lorsque vous commencez l'exercice avec les statistiques, il est bon d'aller sur le terrain, donc dans le pays en question, et interroger le pays pour comprendre. Et c'est la méthodologie décrite
dans cette note-là, dit de partir et d'aller vous renseigner. Est-ce que, effectivement, au niveau de ce pays-là, un certain nombre d'aspects peuvent vous amener à conclure que vous avez des flux financiers illicites. Dans ce cadre, un voyage a été mené auprès des Émirats arabes unis. Et à ce niveau, des questions claires ont été posées. Et je pense que à l'issue des échanges, nous pouvons dire qu'effectivement, il s'agit de flux financiers illicites. Et sur séance tenante, ce pays qui a vraiment à saluer a fait même des propositions de collaboration. Donc je pense qu'au retour, la mission a bien voulu en tout cas fournir le rapport à l'autorité et je pense que les choses sont en cours. Alors, espérons que ça va porter fruit. Alors, Monsieur Ninkiema de l'ARM, qu'est-ce que vous avez à dire pour compléter, Monsieur Ouédraogo? Oui, il faut dire que, comme on le dit, on ne peut pas lutter seul. Donc, notamment, quand on parle de flux, c'est-à-dire que forcément, il y a un autre pays ou de destination, il y a un pays de sortie. Donc, du coup, il faut qu'il y ait cette synergie d'action entre les différents pays parce que je pense que le mal ne profite pas forcément à tout le monde et surtout, comme on l'a dit tantôt, donc au niveau de l'ITIE, au niveau de l'administration, il y a des actions qui sont menées pour pouvoir aussi créer des synergies d'action avec d'autres pays. Nous aussi, en tant que ONG, société civile par exemple, donc il y a des actions aussi qui sont menées, et notamment avec des pays voisins, parce que nous entamons aussi, nous menons des activités aussi avec des pays comme le Mali, le Niger, d'autres pays par exemple, pour qu'il y ait une certaine synergie d'action, parce que ces flux, c'est souvent entre ces pays-là que ça bouge. Donc s'il y a l'État burkinabé prend des dispositions que des pays voisins comme le Mali, le Niger n'agissent pas, ou il paraît que c'est des pays où c'est plus facile de pouvoir faire sortir de l'or ou de transporter de l'or, les gens vont continuer le Burkina pour aller vers là-bas. Mais s'il y a une synergie d'action, ça veut dire que du coup, et c'est une forme d'éducation qu'on donne aux acteurs. Parce que si vous quittez le Burkina, que vous allez au Mali, c'est à peu près les mêmes conditions, les mêmes règlements, pareil pour les pays voisins, les gens vont s'y habituer, ils vont s'y donner. Mais par exemple, quand ce n'est pas le cas, on a l'impression qu'il y a un pays qui est plus difficile que les autres, donc on contourne le pays qui est plus difficile pour aller vers les pays qui soi-disant qui sont plus réceptifs. Donc à ce niveau, on fait des sensibilisations aussi pour que les différents pays aussi puissent travailler dans ce sens, puissent avoir une synergie d'action. Alors, Monsieur Ouédraogo, on revient à vous. Que peut-on dire des principaux résultats atteints par cette étude? D'accord. Alors, il faut dire que le rapport étant vaste, il a vraiment abouti à beaucoup de résultats, plusieurs résultats liés déjà dans la partie état des lieux. Il a véritablement mis en exergue cette fragilité des structures administratives à vraiment assurer un suivi efficace du secteur avec des éléments assez probants qui ressortent aussi bien liés à l'insuffisance de personnel ou à la qualification du personnel, plusieurs aspects en tout cas qui sont ressortis, aussi des manœuvres qui existent auprès d'acteurs et que véritablement des dispositifs efficaces auraient pu voir un peu et découvrir voilà, ces manœuvres-là. Il y a au niveau des estimations qui ont été faites. Alors je profite de rappeler que dans les 27 milliards et plutôt les 2700 milliards, je vais dire, qui ont été révélés, l'or représente autour de 61%. Ça veut dire que nous avons fait l'évaluation sur 5 produits. Donc ça veut dire que les flux financiers ne touchent pas seulement à l'or, mais à d'autres produits du secteur extractif. Par exemple, quand vous prenez l'or d'office, l'or est accompagné de l'argent. Donc ça veut dire que l'exercice a été fait aussi sur ce sous-produit-là, qui est l'argent. Également, on a décidé de faire l'exercice sur le manganèse, sur la période d'exploitation du manganèse, et également sur la dolomite, qui est une substance de carrière, mais également on s'est rendu compte dans l'exploitation des données internationales que ce produit également traversait les frontières. Donc on a fait l'exercice également sur ce produit-là. Et pour chacun de ces produits, effectivement, nous avons pu relever qu'il y avait des éléments d'irrégularité et un ensemble, en tout cas, de chiffres liés à la perte pour chacun de ces produits-là a été livré. Également, il est apparu ce que représentent ces flux financiers illicites par rapport aux recettes
aux recettes du secteur extractif. Alors ces flux financiers dépassent, en tout cas de loin, les flux financiers. Et dépassent de loin les recettes minières. Donc les flux financiers illicites dépassent de loin les recettes qui sont issues du secteur extractif. Et aussi, on a tenté de voir un peu juste un jeu d'analyse pour voir un peu quel impact ça peut avoir. Et on s'est rendu compte que véritablement, on perd beaucoup en termes d'infrastructures socio-éducatives, infrastructures de santé, même au plan sécuritaire, puisque ces ressources auraient vraiment pu permettre, en tout cas, de mieux doter les forces de défense et de sécurité dans le pays. Et également, naturellement, il y a aussi des recommandations qui ont été formulées dans cette étude-là, aussi bien des recommandations stratégiques que des recommandations opérationnelles, voilà, pour permettre de renforcer le dispositif en place. Alors, Monsieur Ntiema, quelle analyse faites-vous des résultats de l'étude? Oui, je pense que les résultats de l'étude sont parlants. Hein. Vous voyez, quand on est dans un contexte où on fait tout pour pouvoir générer des ressources et que les défis sont énormes. Et quand vous regardez un peu les résultats de l'étude, ça montre qu'il y a beaucoup à faire et qu'en réalité, pour déjà ce qui est généré comme activité, il y a des manques à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des niches, par exemple, sur lesquelles, par exemple, des dispositifs plus efficaces auraient permis, par exemple, que cette somme-là, par exemple, soit toujours dans le système formel et que ça puisse vraiment être alloué à des entités ou à des secteurs stratégiques du moment. Donc, c'est pour dire que c'est bien vrai. Il y en a qui ont tendance à dire qu'on est jeune dans le secteur. Mais je pense qu'en réalité, on a la chance des gens qui nous ont dévancés, donc ça donne service des leçons. Donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait des dispositifs efficaces pour pouvoir faire en sorte que prochainement, qu'une telle évaluation, on puisse au moins être à moins 50% de la somme qui avait été évaluée dans le cadre de cette étude-là. Parce que pour un pays comme le Burkina, quand vous regardez la somme, vous avez environ, c'est le budget national, hein, c'est-à-dire que c'est d'une année, par exemple, qui est là aujourd'hui. Donc, vous voyez, quand vous imaginez comment les gens se donnent pour pouvoir générer des revenus pour que le pays puisse avancer, puisse travailler, et qu'on a de telles sommes, par exemple, qui sortent sans pourtant qu'on ne puisse vraiment tirer l'avantage vers nous, c'est alarmant. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que je pense que ça va permettre aussi aux différentes entités, aux décideurs, de prendre connaissance de l'ampleur du phénomène. Voilà, parce que quand on dit flux financier, tant qu'il n'y a pas une étude comme ça qui est faite, tant que ce n'est pas chiffré, tant qu'on n'arrive pas à faire sortir les poches et les niches qui contribuent au maximum à ces flux financiers illicites-là, il est difficile par exemple de prendre des décisions idoines. Et là, on salue vraiment l'étude qui permet aujourd'hui de pouvoir mettre sur la table la question du flux financier illicite et des stratégies à l'interne pour pouvoir y remédier. Alors, l'étude fait état de plus de 2700 milliards de francs CFA de manque à gagner pour le Burkina Faso en 10 ans. Monsieur Ntiema, vous l'avez rappelé, c'est près de l'équivalent du budget annuel. Monsieur Ouedraogo, comment on est arrivé à ces chiffres? Alors, je l'avais un peu brossé dans la méthodologie. De façon très spécifique pour ces produits, nous sommes beaucoup tablés sur les données du commerce international de UN Comtrade. Donc, ces données, comme je le disais, qui ont été faites sur 5 produits que sont l'or, l'argent, le zinc, le manganèse et la dolomite. Et par des analyses et un modèle économétrique, nous avons fait ces analyses-là. Et ces analyses permettent d'aboutir à des chiffres qu'il faut maintenant interroger par rapport maintenant, c'est-à-dire lorsque vous obtenez un ensemble d'écarts avec tous les éléments liés à cette méthodologie-là, il faut maintenant interroger ces écarts pour voir est-ce qu'il y a des faits pratiques qui permettent de confirmer que ces montants obtenus sont des montants liés à des flux financiers illicites. Et je pense que l'exercice a été fait par l'équipe technique et à chaque fois, des hypothèses étaient posées pour chaque produit et pour chaque écart, des hypothèses étaient posées. Et ce qui fait que pour d'autres pays, il a été dit que ce n'est pas évident que ça soit des flux financiers illicites, mais pour certains pays, avec un ensemble d'informations qui ont pu être recoupées et collectées, et aussi naturellement, et c'est l'élément le plus important de ce type d'études, c'est véritablement les experts. C'est vraiment la contribution des experts. Il faut que l'expert puisse, selon sa sensibilité et sa qualité, dire qu'effectivement, au regard d'un ensemble d'éléments, ce montant
est un montant effectivement qui peut être vu comme étant lié au flux financier illicite avec un argumentaire bien défini. Et je pense que l'exercice a été fait pour chaque produit, pour chaque pays. Donc de façon, c'est agrégé ce que vous voyez, mais pour chaque pays, puisque c'est l'écart est fait pour chaque pays, chaque expert se prononce avec des hypothèses. Et à la fin, on confirme ou on infirme les hypothèses qui ont été formulées sur un écart donné. Et je pense que c'est à partir de cet exercice-là que nous avons pu obtenir ce montant. Alors, Monsieur Adouabou, techniquement, quels sont les risques des flux financiers illicites sur l'économie du Burkina Faso en général? Avant d'aborder cette question, il faudrait que je rappelle que les éléments très importants de ce rapport-là, c'est que la structuration, la manière, la méthodologie utilisée a permis d'aboutir d'abord à un diagnostic des sources des flux financiers illicites au Burkina. Et ça posait, en ce moment, le décideur sait vers où aller. Deuxièmement, il y a les différentes formes d'économie criminelle que ce rapport-là a relevé en fait, qui génèrent des flux financiers illicites. Il y a l'estimation, comme on l'a dit, le montant estimé sur la période 2012-2021 est autour de 4 926 millions de dollars, donc à peu près 2774 milliards de francs CFA. C'est important. Donc, qu'est-ce que ces éléments-là font peser sur l'économie? Le premier élément essentiel, c'est la perte des recettes fiscales. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces flux-là, on ne peut pas prélever de taxes dessus. Donc, c'est la perte de recettes fiscales. C'est l'instabilité économique. En fait, les flux financiers illicites peuvent alimenter la corruption. Ça peut créer une certaine forme de criminalité économique qui détériore l'environnement des affaires et qui décourage les investissements étrangers de tourner leur visage vers notre pays. Et puis, ça peut provoquer l'évasion fiscale, comme je l'avais dit tantôt. Et aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, c'est vraiment le risque de financement du terrorisme que peut alimenter les flux financiers illicites. Donc, c'est les risques que cela peut faire peser. Mais je pense qu'avec toutes les actions que nos autorités ont entamées, avec cette étude, il y a un audit que la Cour des comptes aussi a établi. Il y a la commission et la cellule des traitements des informations financières. La CENTIF, le travail, permet aujourd'hui aux investisseurs étrangers à nouveau de tourner le regard vers le Burkina, et il y a des investisseurs qui reviennent, et on le constate vraiment avec des activités qu'on voit sur place dans le milieu et dans l'économie. Donc je pense que cette étude était vraiment la bienvenue pour permettre aux décideurs d'orienter leur politique. Désiré Ntiema de l'ARM. Oui, et je pense que M. Adouabou a déjà cité les éléments. À cela, je peux ajouter l'inflation. Voilà, l'inflation, parce que finalement, vous avez un groupe d'acteurs qui se font de l'argent sans pourtant passer par la fiscalité, payer la fiscalité. Donc, du coup, il y a un surplus qui est généré. Et cet argent-là permet, par exemple, à renchérir sur le plan économique l'inflation. Ça joue sur l'inflation parce qu'il y a une masse d'argent et ça détériore la qualité des réserves. Voilà, parce que finalement, ce sont des transactions transfrontalières. Donc, ça se fait en devise. Donc, finalement, vous, en fait, quand vous regardez ces transactions, on fait en sorte que ça détériore la qualité des réserves. Voilà. Et finalement, vous allez vous retrouver, à un moment donné, vous n'arrivez pas à maîtriser les flux, que ce soit la masse monétaire à l'interne et aussi que la qualité des réserves que vous avez. Et en plus, ça joue aussi sur un secteur, notamment, généralement, quand c'est comme ça, les flux financiers illicites, par exemple, jouent facilement sur le secteur immobilier. Vous allez rendre compte pendant cette période, par exemple, dans les pays en tout cas, où on fait face à des flux financiers importants, vous allez voir qu'il y a un boom dans le secteur de l'immobilier où les prix sont renchéris et finalement, ça crée un écart considérable, par exemple, pour ceux-là qui travaillent de façon légale et qui gagnent leurs revenus légalement par rapport à d'autres. Et donc, seulement, c'est des choses aussi qui tuent d'autres secteurs d'activité. Voilà, parce que ceux qui sont dans
ce système de contrebande, de trafic, et ainsi de suite, ils tuent ceux-là qui travaillent légalement, en fait. Ça aussi, il faut le dire. Parce que même dans le secteur de l'or, par exemple, vous allez voir que ceux qui sont là, qui arrivent à faire ces stratégies, stratagèmes pour faire sortir l'or de façon illégale, en fait, ceux qui travaillent légalement, qui paient les impôts, qui payent les taxes, ainsi de suite, en fait, ne peuvent pas concurrencer avec ces derniers-là. Et donc, sur le marché, ces gens ont tendance à tuer ceux-là qui sont dans le secteur formel. Donc, du coup, ça met aussi en péril certains, leurs concurrents immédiats dans le même secteur, mais qui sont dans le formel. Monsieur Ouédraogo de l'ITIE. Alors, je voudrais de façon globale dire que les flux financiers illicites font peser un risque sur l'activité économique et surtout sur le secteur financier. Quand vous écoutez bien le développement de Nikema, c'est ça. C'est que ça peut ébranler un système financier. Et au niveau économique et de l'activité économique, ça peut effectivement tuer des pans de l'économie. Et naturellement, quand on prend le contexte du Burkina Faso, le troisième élément que cela relève, c'est véritablement d'accroître l'économie criminelle. Donc ça peut malheureusement pour nous être un risque de financer le terrorisme, de financer des bandits armés. Donc voici de façon générale des grands risques que les flux financiers illicites font peser au Burkina Faso. Alors, M. Ouédraogo, comme vous avez la parole, parlant de l'étude, quelles sont les recommandations stratégiques et opérationnelles qui en découlent? Alors, il y a plusieurs recommandations qui ont été formulées. Effectivement, il y a des recommandations stratégiques et je suis content de souligner que certaines de ces recommandations, naturellement, ont été prises en compte. Quand on regarde le nouveau code, on voit que la partie artisan a pleinement été intégré. C'est comme si nous étions des petits devins. Donc, en tout cas, nous saluons cet aspect. Donc, a été pris en compte. Alors, il faut dire que, entre autres, en termes de recommandations stratégiques, il a été, en tout cas, voulu qu'il y ait, qu'on puisse élaborer un plan stratégique, une stratégie véritablement qui est adossée au flux financier illicite pour pouvoir, de façon très claire, voir comment mener les actions et au niveau du secteur extractif. Je pense qu'il y a déjà des actions aussi qui sont en train d'aller dans ce sens-là. Il y a à mettre des structures, je ne vais pas dire puissantes, mais qui ont un haut niveau de capacité. Parce que c'est un secteur qui est stratégique, mais qui est aussi, je vais dire, qu'il y a un certain niveau. Il faut avoir un grand niveau de connaissance, mais surtout cette capacité de pouvoir recouper l'information aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, mettre en place, en tout cas, une entité, je pense que la recommandation définit même des profils qu'il faut pour véritablement pouvoir porter cette entité. Et au niveau opérationnel, il y en a plusieurs. Donc, je pense que les autres, on pourra les passer en revue dans le rapport pour ceux qui vont le consulter. Au niveau, au niveau opérationnel, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans la collecte. Au niveau du ministère des Mines, il faut qu'on puisse digitaliser tout ce qui est procédure de liquidation et de collecte des données, qu'on puisse, pour la gestion des titres miniers d'autorisation, qu'on puisse permettre à quelqu'un de rester là où il est pour pouvoir déposer son dossier qui est traité jusqu'au bout. Voici des éléments aussi opérationnels que nous avons relevés comme recommandations. Naturellement, pour ceux qui vont le consulter, ils auront l'occasion de pouvoir voir l'ensemble de ces recommandations. Alors, Monsieur Adouabou de la BENAF, selon vous, quelles sont les solutions pour atténuer l'impact des flux financiers illicites au Burkina Faso? Ok, merci Monsieur Toé. Je pense que l'un des éléments importants, en tout cas pour la brigade, c'est le renforcement de la coopération régionale. On a parlé de ça de long en large. Vraiment, le renforcement de la coopération régionale peut permettre en tout cas de freiner les flux financiers illicites. Le développement de très bons systèmes de traçabilité dans le milieu extractif va permettre en tout cas de réduire. Il y a l'encouragement de l'investissement responsable. Tous ceux qui veulent rentrer dans la réglementation, il y a
des méthodes incitatives qui peuvent leur permettre en tout cas de générer des flux financiers maintenant licites. Donc voilà globalement les solutions que je pourrais proposer en tout cas pour lutter contre ces flux financiers illicites. Et à votre niveau, M. Désiré Nikiema de l'ARM? Oui, je pense que, comme il a dit, aujourd'hui, pour tout ce qui est flux financiers illicites, c'est d'abord la traçabilité. Il faut que le pays se dote d'un système de traçabilité, aussi bien pour la mine artisanale à petite échelle que pour les mines industrielles. Ça, c'est un premier pas. Et les deux, en fait, c'est la collaboration et l'échange d'informations, aussi bien sur le plan financier, des systèmes financiers, aussi bien au niveau régional que vers les pôles de destination de nos produits phares. Et aussi, par exemple, la lutte contre la corruption. Je pense que tout ce qui a été proposé comme stratégie, comme mesures opérationnelles, vont dans ce sens-là. Et c'est sur ces avis et positions que s'achève cette émission consacrée, je vous le rappelle, aux flux financiers illicites dans le secteur extractif. Sur le plateau, nous avions pour invité Wessemou Aimé Adouabou de la Brigade nationale antifraude de l'or, Lamoussa Barthélémy Ouedraogo du secrétariat permanent de l'ITIE, Désiré Nikiema de l'Alliance pour une mine responsable. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci au comité de pilotage de l'ITIE Burkina pour n'avoir ménagé aucun effort pour que ce débat ait lieu. Merci et bonne suite de programme à tous sur la RTB. Travaille tous les jours dans la transparence pour promouvoir l'unité et la paix.